Et donc, effectivement, vous avez cette photo des ateliers WASH humanitaires qui ont eu lieu en janvier parce que je voulais revenir un petit peu juste sur l'historique. C'est qu'on a lancé cette session suite à ces ateliers. Il y a eu beaucoup donc des échanges techniques, des questions qui sont ressorties et ces ateliers organisés par la Fondation Veolia et le partenariat français pour l'eau. Et donc, on avait très envie de poursuivre avec cette session de webinaire qui va permettre d'approfondir certaines thématiques de manière assez régulière, en fait, à chaque fois en lien avec le groupe de travail WASH Urgence. Donc vous avez ici un petit aperçu des ateliers à venir, donc chaque trimestre. Et aujourd'hui, donc on est ravis de vous accueillir sur cette thématique dessalement, osmose inverse, et avec une différenciation au salé, au saumâtre, en tout cas, on essayera d'adresser. Donc, sans plus tarder, je vous présente les différents intervenants et intervenantes aujourd'hui. On accueille Maude, qui est coordinatrice WASH pour Solidarité Internationale, qui intervient notamment à Gaza, donc où elle a mis en place des actions de mise en place de stations de dessalement sur plusieurs sites. Donc, elle pourra nous en dire plus sur les différents enjeux rencontrés. Steven donc, qui représente Catadine et qui donc va aussi nous présenter euh, des sujets que traite Catadine sur l'accès notamment en travaillant avec des ONG, des institutions humanitaires sur le dessalement. Et puis Maxime, qui est avec nous dans la salle, et qui vient d'Osmoson et qui est une entreprise spécialisée dans le dessalement solaire autonome, qui nous en dira plus, donc appliqué à l'eau de mer et à l'eau saumâtre, et qui nous en dira plus pendant sa présentation. Eh bien, écoute, Maxime, je te laisse la main pour ta présentation. Voilà, donc une présentation rapide de Maxime Hautebourg. Je suis dirigeant et cofondateur d'Osmoson. Osmoson réalise des équipements et des installations clés en main de 1 m3 par jour à 5000 m3 par jour. Alors, il est évident qu'ici, on va plutôt parler des petites installations, entre 1 et 50 m3 par jour. Et je souhaitais vous présenter donc un cas très concret, parce que je pense que ça illustre beaucoup de choses, qui est l'unité de dessalement de Gandiaye au Sénégal. Voilà, les caractéristiques de cette installation sont données ici, 45 m3 jour, 22 kW crête d'installation solaire. L'unité, c'est une 6 BW. Chez nous, 6, ça veut dire 6 m3 par heure. BW, c'est brackish water. Donc, pour de l'eau saumâtre, financée par la GIZ, le client, c'est l'ANER. Et puis, on a une source d'eau saumâtre et fluorée. Voilà, donc j'ai perdu le... Pardon. Non, là, ça rentre, je pense. Personne n'a mis le voix. Personne n'a mis le voix, donc c'est essentiel. Donc voilà, ce projet traite de l'eau saumâtre fluorée, je le disais. Donc, très concrètement, comment ça se présente? On peut passer sur la slide 2. Donc, on a une unité containerisée, donc avec un container assez low cost, mais très efficace, dans lequel on installe notre machine, notre équipement. Donc là, on travaille avec de l'eau saumâtre et de la récupération d'énergie sur les concentrats, voilà, pour diminuer le plus possible la consommation énergétique et réduire la surface de panneaux solaires, évidemment. Cette installation est solarisée, on le voit, donc avec
petit champ de panneaux sur toiture qui sert à ombrager le container et voilà, qui limite l'échauffement à l'intérieur du container. Et puis, cette installation, elle est aussi hybridable, c'est-à-dire qu'on peut la connecter à un générateur type groupe électrogène ou au réseau électrique, ou faire simultanément réseau électrique et solaire, ce qui permet d'apporter un maximum d'énergie solaire, mais de rester à vitesse constante grâce au réseau électrique. Donc voilà, trois modes de fonctionnement, solaire seul, réseau seul, groupe électrogène, et les deux simultanés. Voilà ce que je peux dire sur cette slide. Et la particularité de ce projet, c'est que l'osomâtre qui est utilisé, lorsqu'elle est traitée, bien sûr, l'eau douce va alimenter le village de Gandiaï. Il est alimenté à partir d'un château d'eau qui alimente ensuite des bornes à eau. Hein. Les gens viennent avec leur bidon les bornes. Et puis le rejet. Le rejet, c'est vraiment la question qui se pose lorsqu'on n'est pas près de la mer, lorsqu'on est en zone désertique ou aride. Et donc là, on pré-traite le rejet par des plantes halophiles. Et c'est ce qu'on voit là au premier plan de la photo de gauche, et également au deuxième. Donc ces plantes vont capter une partie du sel avant que cette eau finisse par être infiltrée un peu plus loin dans un bac d'infiltration, mais qui est aussi un bac planté. On le voit légèrement à gauche du grand carré de plantes halophiles. Donc ici, on favorise deux choses, c'est-à-dire qu'on va créer un espace de verdure grâce aux plantes halophiles, et ça c'est important, ça crée un espace de fraîcheur. Et ces plantes vont être récoltées pour certaines, coupées pour d'autres. Ça peut avoir différentes utilisations. Et ça, c'est des travaux qu'on est en train de faire en matière d'isolation thermique, phonique. Enfin voilà, on peut faire un certain nombre utiliser ces plantes qui sont majoritairement des roseaux, mais aussi des plantes plus petites. Voilà. Et donc, on va essayer de valoriser localement ces plantes. Et ensuite, l'eau qu'on va rejeter va être un peu moins salée. Et surtout, elle va s'être évaporée pendant ce temps de passage dans le filtre. Et donc, on a une évapotranspiration qui permet aussi de réduire la quantité de rejet. À la fin, on va malgré tout retrouver du sel qui va partir en infiltration. L'idée est de faire en sorte que ce sel soit infiltré et soit aussi lessivé dans la partie supérieure du terrain, de manière à ne pas stériliser finalement le sol là où il peut être cultivé. On a d'autres expériences de ce type, notamment au Maroc, où on finit dans les dernières étapes par des cultures de pommes de terre qui résistent bien au sel. Et ça a été mis au point par des Hollandais qui connaissent bien le sujet de la salinisation de l'eau et des cultures en eau salinité. Voilà, donc on peut aller jusqu'à du maraîchage utile et intéressant. Voilà, pour donner un peu l'idée. Il est clair que à ce stade-là, on est toujours en expérimentation. Mais pour nous, c'est une préoccupation forte parce qu'on sait bien que le dessalement d'eau saumâtre ne trouvera son avenir que si on sait gérer les rejets. Sinon, il y a un vrai problème qui se pose. Effectivement, c'est. Je ne sais pas si j'ai tenu le temps, mais. Ouais, merci beaucoup, c'était parfait, Maxime. Et en fait, ouais, effectivement, ce sujet des rejets et d'expérimentation traitement par plantes halophiles, c'est vraiment, je pense, un point à explorer plus en détail et oui, peut-être sur des petites échelles pour réussir à le traiter. Ouais.
Et bah, écoutez, on aura donc un temps de questions. N'hésitez pas à les mettre déjà dans le chat, les questions pour Maxime. Je vais passer, en fait, on va passer la parole ensuite à Maud puis à Steven pour les présentations suivantes et on reviendra sur les questions plus tard. Donc, gardez-les bien, n'hésitez pas. Maud, si tu es prête, je te passe la parole. OK. Et si tu... Ouais, je peux passer les slides pour toi? Oui. Merci. Eh bien, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter l'activité que Solidarité a mis en œuvre, enfin met toujours en œuvre d'ailleurs à Gaza, par rapport du coup à la production d'eau potable via une reverse osmosis. Voilà, je vais juste vous refaire un peu de contexte parce que Gaza est quand même un peu spécifique et pourquoi on a choisi aussi de produire de l'eau avec une reverse osmosis là-bas. Tu peux aller à la suivante, s'il te plaît. Voilà, du coup, juste pour que vous ayez une idée, mais j'imagine que ça vous avez entendu, la plupart de la population à Gaza s'est déplacée de multiples fois. Et depuis le 18 mars, on estime à 856 000 les personnes qui se sont déplacées. Donc, en fait, à chaque fois, ça crée des énormes déplacements de population. Et donc, en fait, les besoins en eau bougent en même temps, qui sont surtout liés à ce qu'on appelle des ordres d'évacuation qui sont émis par l'armée israélienne. Selon le WASH Cluster, qui fait des enquêtes assez régulières, il y a 96% des ménages qui se disent en insécurité hydrique modérée ou élevée, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver assez d'eau, que ce soit pour boire ou que ce soit ce qu'on appelle l'eau domestique à Gaza, qui est en fait de l'eau salée qui est utilisée pour se doucher, enfin pour tout ce qui est domestique. Il y a aussi une étude qui a été faite qu'on appelle en anglais la Chlorination Effectiveness Snapshot Study, qui du coup a permis de voir la qualité de l'eau au niveau de la chloration dans une partie de la bande de Gaza et qui montre aussi que plus de 85% des gens consomment de l'eau qui n'est pas chlorée correctement. Voici. Ensuite, juste, je vous ai mis un petit tableau. Désolée, il est en anglais, mais c'est un petit tableau juste pour vous montrer. En fait, à chaque fois qu'il y a un ordre d'évacuation, il y a évidemment énormément d'infrastructures d'eau et d'assainissement qui sont touchées. C'est-à-dire qu'on ne peut plus y accéder parce que ça devient une zone de guerre. Donc ça, en fait, ça impacte énormément sur la disponibilité de l'eau, la production, etc. Donc, vous pouvez voir la carte aussi à droite qui correspond au tableau et qui vous montre en gros que les 3/4 aujourd'hui des unités de production ou de stations d'épuration, etc., sont dans ces zones. Donc, très, très, très difficile d'accès, voire impossible. Les destructions sont aussi énormes. Il y a le problème de destruction, d'endommagement, mais il y a aussi un gros problème sur le fait qu'on ne trouve plus de matériel de réparation qui ne rentre pas dans la bande de Gaza, qui est pratiquement indisponible sur place au bout de 2 ans et demi. Du coup, ça c'est compliqué et ça touche autant, par exemple pour les héros, les membranes, que les générateurs, que aussi l'énergie, étant donné qu'il n'y a plus de connexion avec le réseau électrique qui vient d'Israël depuis le début de la guerre. Donc, ça veut dire qu'il faut se débrouiller avec des panneaux solaires et des générateurs, mais que le carburant est bien sûr aussi limité puisqu'il est importé de l'extérieur. Voilà, c'est juste pour vous donner un peu le contexte. On peut aller à la suivante, s'il te plaît. Et donc, en fait, ce qu'on a constaté, Solidarité, en arrivant à Gaza, c'est qu'il y avait un manque de production d'eau potable, mais aussi un manque de production d'eau domestique. Donc, il y a vraiment cette différence à Gaza. Les gens, même avant la guerre, utilisaient de l'eau domestique et de l'eau potable pour boire. C'est pour ça qu'en fait, on a vraiment essayé de mettre en place et de chercher une solution pour produire de l'eau, et domestique et potable. Donc, je vais plutôt vous mettre sur le côté, je vais plutôt vous parler du côté production d'eau potable, étant donné qu'on va parler de la reverse osmosis. Mais juste pour savoir, savoir, on a aussi travaillé sur aller pomper dans les forages, parce qu'en fait, il y a énormément de forages à Gaza qui sont de l'eau salée pour aussi donner de l'eau salée aux gens pour qu'ils puissent l'utiliser en domestique. Comme ça, en fait, la pression sur l'eau potable diminue. Voilà.
On peut aller à la suivante. Donc, pour pouvoir produire l'eau potable, Gaza, c'est vraiment un endroit où la désalinisation existe depuis très longtemps. Il y a des énormes stations qui ont été mises en place par le gouvernement et par ce qu'on appelle le CMWU, qui du coup est le délégataire de service public, plus ou moins, sur place, et qui, elle, traite directement l'eau salée. Mais il y a aussi de multiples petites reverse osmosis ou unités de dessalement qui sont partout dans la bande de Gaza, qui sont soit gérées par des entités privées, soit par des ONG. Il y en a très peu, mais du coup, on s'est concentré à travailler avec une ONG parce qu'en fait, étant donné, et j'imagine qu'on va en reparler, que c'est quand même un système qui demande une certaine expertise, qui demande une présence, etc., on a vraiment voulu s'appuyer sur ce qui existait. Il y a aussi le fait que le matériel rentre très difficilement. Donc, du coup, en partant d'une machine existante, on a pu remplacer quelques éléments et permettre à l'ONG en question, notre partenaire, de reprendre la production d'eau. Voilà. Du coup, on a discuté et en fait, eux, ce dont ils avaient vraiment besoin, c'était de la petite réhabilitation comme le tank, le réservoir d'eau potable qui, du coup, était percé, par exemple. Cette reverse osmosis fonctionnait sur panneaux solaires à la base et électricité de la ville. Il n'y avait plus ni l'un ni l'autre quand on est arrivé, donc du coup, on leur a loué un générateur. On le supporte en fuel, puisqu'il n'y a que les ONG et enfin, grâce aux Nations Unies qui peuvent avoir du fuel aujourd'hui. Et ensuite, on leur apporte un support technique, notamment par rapport à l'analyse de la qualité d'eau. Et on s'assure que l'eau a une qualité d'eau potable selon les normes, et notamment par rapport à la chloration, qui est un gros souci à Gaza. Voilà. On a aussi essayé d'utiliser le plus possible de matériel local, étant donné les difficultés d'importation. On peut aller à la suivante. Alors, je vous ai fait avec des magnifiques photos que j'ai retrouvées. Je suis désolée pour la qualité, je ne suis toujours pas photographe. Mais en gros, c'est tout simple, c'est un fourrage qui ensuite alimente alors 3 tanks aujourd'hui, il y en avait 4 à la base, mais 3 tanks pour l'eau du coup saumâtre, qui ensuite va dans une petite machine qui avait été installée quelques années avant que la guerre commence. Et qui ensuite est traité, etc., va dans un stock de 120 mètres cubes d'eau brute, pardon, d'eau traitée, et ensuite est distribué par camion. Vous voyez cette magnifique robe. J'avais mis des légendes, elles sont disparues, pardon. Voici, et ensuite, du coup, si vous voulez une idée, ça peut produire jusqu'à 120 mètres cubes d'eau potable par jour. On fait un peu moins, principalement parce qu'en fait, on n'a pas assez de fuel. On a aussi un problème avec les consommables. Du coup, trouver des consommables à Gaza, c'est compliqué, et surtout pour garantir la qualité. Pour les eaux saumâtres, en fait, étant donné que cette unité était installée depuis longtemps, en fait, le rejet se fait dans le réseau d'assainissement, ce qui n'était pas un souci avant. Aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a plus de station d'épuration qui fonctionne, ça va avec le reste. On peut aussi se poser cette question de recharge, de balance entre la ressource en eau et ce qu'on exploite. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on voulait travailler avec une station et des partenaires qui étaient déjà existants avant la guerre, parce qu'en fait, ils ont eu toutes les autorisations du gouvernement pour forer et pour prélever. Voilà, juste pour que vous ayez une idée, mais ça aussi, c'est un sujet, je pense, dont on peut reparler ensuite. Je pense qu'on peut aller à la suivante. C'est juste pour vous dire aussi les problèmes qu'on voit, qui sont un peu liés à Gaza, mais qu'on peut aussi retrouver sur d'autres terrains. Du coup, on a des pertes de rendement de la station, principalement du fait qu'on n'arrive pas à faire une maintenance assez régulière, surtout sur les membranes, et on n'arrive pas à avoir des consommables toujours de bonne qualité. On a aussi un problème d'énergie. Et ça n'a rien à voir avec l'unité de dessalement, mais on a aussi un problème d'acceptance de l'eau chlorée. Du coup, on fait un gros travail là-dessus avec tous les partenaires et le WASH Cluster.
J'ai écrit qu'il fallait un besoin de régularité pour les populations, parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi d'une chose très importante, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs à Gaza, même des privés, des donations, etc., qui envoient des citernes d'eau aux gens, mais en fait, ils les envoient une fois et puis après plus. Donc, en fait, les gens ne savent plus, et ce qui crée beaucoup de problèmes au niveau des points d'eau. Et ensuite, évidemment, les mouvements de population, parce que le jour 1, vous allez envoyer votre camion à un endroit, et le jour B, évidemment, les gens auront bougé. Voilà, c'est un peu ça. Je pense on peut envoyer la dernière, et ce sera pour les questions si vous en avez plus tard. Merci beaucoup, Maud. C'était merci beaucoup pour cette image enfin, voilà, des différents enjeux que vous pouvez rencontrer sur de l'osmose inverse à Gaza. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, on les prendra après. Et en tout cas, ouais, c'est super intéressant d'avoir ces deux contextes de développement et vraiment d'urgence l'un après l'autre, avec des enjeux très différents. Je vais laisser la parole à Steven pour sa présentation. Steven, je peux te laisser la main. J'ai tes slides, tu peux les passer? Vas-y, ouais. Moi, sinon, je les partage, c'est comme tu veux. Commençons comme ça. Ok, mais tu peux avancer, ça c'est la couverture. On en parlait donc aujourd'hui d'osmose inverse, mais à récupération d'énergie. Alors, moi, je suis le responsable de la filiale française du petit groupe Catadine, à qui appartient la marque Spectra, qui fait de la désalinisation. Donc, nous, on est vraiment un fabricant d'équipements. On vient encore en amont, évidemment, de ce que fait Maud, mais également d'Osmosen et de Maxime, puisqu'on est fabricant de l'équipement de désalinisation. Donc, je vais vous parler justement plus de la technologie, puisqu'on a eu pas mal d'échanges à ce sujet. On peut avancer. Donc, ma présentation est en anglais, mais je vais vous la faire en français, parce que j'en ai fait qu'une, parce que je suis là cet après-midi aussi. L'osmose inverse a beaucoup d'avantages dans des contextes, on va dire, humanitaires ou d'urgence, parce que ça permet d'intervenir quelle que soit la nature de l'eau et sans savoir quelle nature d'eau on va trouver notamment. Et puis ça ouvre également à la source d'eau de mer, qui elle n'est pas inépuisable, mais enfin qui est relativement importante. Après, la question du rejet de sel est plus celle de l'opérateur, et c'est vrai que nous, on n'y répond pas pour l'instant, on essaie de répondre à d'autres soucis. Et les soucis que moi, j'avais identifiés quand on a parlé d'osmose inverse avec pas mal d'intervenants du groupe, c'est que c'est bien connu, ça a un intérêt, c'est efficace, mais il y a une très forte consommation d'énergie, et Maud vient de le rappeler à nouveau. Et deux, c'est assez compliqué et coûteux en termes d'opération et de maintenance. Et Maud vient de le rappeler aussi à nouveau, les problèmes de pièces, comment les récupérer, ainsi de suite. Ça, je dirais, c'est le propre, en effet, de l'osmose inverse qu'on pourrait appeler conventionnel. C'est un système qui existe depuis très longtemps, le principe est connu. Alors, il se trouve que nous, chez Catadine et Spectra, on développe une technologie d'osmose inverse qui est un petit peu différente, qui a une quinzaine d'années et qui vient plutôt du domaine du nautisme, puisque on trouve nos origines dans le traitement de l'eau et la désalinisation pour le nautisme, avec des systèmes justement qui ont besoin de peu d'énergie, parce qu'on est embarqué au milieu de l'océan, et de peu également de maintenance et d'équipement, puisqu'on est assez isolé. On peut passer à la suivante. Voilà, donc on développe une osmose inverse qu'on appelle Energy Recovery, donc à récupération d'énergie, et qui est tout à fait particulière. Je vois qu'il manque des lignes, mais c'est pas grave. On exploite pour cela un brevet de la société sur une pompe tout à fait particulière, donc la Pearson Pump, la pompe Pearson. Il y a aussi un autre modèle, la pompe Clark. On exploite finalement deux systèmes de pompes, mais qui répondent au même principe. Ce sont des pompes qui intègrent donc des pompes haute pression,
à l'intérieur du système d'osmose, mais qui intègre un système de récupération d'énergie. La spécificité aussi de nos systèmes et de ces pompes, c'est qu'elles opèrent avec un taux de transformation fixe, c'est-à-dire que pour 100 litres d'eau traitée, on va avoir systématiquement, pour ces modèles-là, 50 litres d'eau douce, quelle que soit la nature de l'eau que l'on traite. Que ce soit de l'eau douce, parce qu'on peut aussi l'utiliser sur de l'eau douce pour évacuer des polluants, que ce soit de l'eau saumâtre ou de l'eau de mer, puisqu'on travaille vraiment sur de l'eau de mer. Donc les applications terrestres qu'on peut voir dans le monde humanitaire sont assez récentes, mais on a quand même une grande expérience depuis au moins 2008 sur cette pompe, et puis près d'1 millier d'équipements qui ont été déployés, mais dans le monde du nautisme. Mais je dirais que le fonctionnement technologique est à peu près le même. Donc comment ça fonctionne et quel est l'intérêt en termes d'énergie? La pression d'éjection de la saumure est en fait réinjectée dans le système et absorbée par la pompe, ce qui permet de limiter l'apport d'énergie extérieure. L'autre point important, et ça c'est lié à cette notion de taux de conversion fixe, de production d'eau douce, le système fonctionne à la pression osmotique la plus basse. C'est-à-dire que le système va s'ajuster, et ça, ce n'est pas des capteurs, ce n'est pas de l'électronique, c'est le design propre, le design mécanique de ce système de pompe. Il y a un équilibre qui se crée de façon à ce que la pression à l'entrée de la membrane soit la plus faible pression osmotique nécessaire. Donc ça permet l'osmose, mais il n'y a pas plus de pression. Conséquence de cela, on travaille avec une pression, alors c'est de la haute pression parce qu'il faut que ça passe à travers la membrane, mais ça reste une pression relativement basse, et donc on a une faible consommation d'énergie. Avec cette pompe Pearson, on est à peu près à 25% de l'énergie consommée d'une Arrow conventionnelle, voilà, puisqu'on travaille avec une pression plus faible. De ce fait, ce sont des systèmes qui sont assez idéaux pour être intégrés avec du solaire. Il faudra qu'on en parle avec Osmosun un jour. Et on est dans une logique de production constante et tout à fait fiable. Voilà, on n'a pas de questions à se poser. C'est le même débit qui sort, quelle que soit la source d'eau, quelles que soient les caractéristiques techniques de l'eau. Il y a une simple adaptation en fait du système pour consommer plus ou moins d'énergie. En fait, c'est la consommation d'énergie qui va évoluer en fonction de la salinité, par exemple, ou de la température de l'eau, qui vont nécessiter d'avoir une pression plus ou moins importante à l'entrée de la membrane. Donc le premier intérêt de ces systèmes d'osmose inverse qu'on essaie de mettre en avant, parce qu'il répond à la première objection que j'ai pu entendre, c'est qu'on a une faible consommation d'énergie, contrairement aux systèmes anciens conventionnels, certes qu'on va trouver sur le terrain, mais qui ont cet inconvénient. On peut passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est la mise en œuvre de l'équipement et sa maintenance. Là encore, je dirais que ce n'est pas fait exprès pour répondre aux objections, mais ce système de récupération d'énergie à taux de production fixe est un système qui est très simple à opérer. Tous nos désalinisateur ont un simple fonctionnement start and stop, c'est-à-dire qu'on démarre le système, on l'arrête. On peut éventuellement moduler le taux d'opération, fonctionner à 100% ou entre 75 et 100%, mais ça c'est un choix pour définir aussi le débit et puis pousser la machine ou pas. En fait, ce qui se passe, c'est que le taux de production de 50% que j'ai évoqué est fixé mécaniquement en fait par le design de la pompe et n'a pas et ne peut pas et n'a pas à être ajusté. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un opérateur qui va venir moduler la pression dans le système pour l'adapter à une éventuelle hausse de salinité ou évolution de la température de l'eau. C'est le système mécanique qui s'ajuste et qui s'adapte automatiquement à la qualité et aux caractéristiques de l'eau. Pour rester, comme je l'ai dit,
à un niveau de pression osmotique dans le système minimum. Comme on travaille avec toujours cette pression osmotique minimum, on n'a pas de risque et qu'il n'y a pas d'ajustement ou d'opérateur qui vient jouer pour augmenter la pression. On travaille toujours avec une pression relativement modérée sur la membrane et on évite tout risque de pression excessive et de casse avec la membrane. Je pense des événements que vous avez tous connus, ceux qui ont utilisé des systèmes conventionnels d'osmose inverse. Voilà. Donc tout ça est autorégulé par le système. C'est encore, je le dis, je le redis encore, pardon, ce ne sont pas des capteurs, ce n'est pas de l'électronique. C'est simplement le design de cette pompe qui permet cet équilibrage. Donc c'est très simple en termes d'opération. Et puis en termes de maintenance également, puisque comme on travaille avec une pression relativement faible, on a une durée de vie des membranes qui est assez élevée, enfin, ou peut-être très élevée selon vous, et on a très peu de risques de casse. On a aujourd'hui, on sait qu'on dure 6 à 8 ans avec une membrane sur ce type de système. Et ça, c'est le retour d'expérience qu'on a aussi des systèmes nautiques, puisque la même technologie est utilisée dans ces systèmes embarqués à bord de bateaux. Un autre point un petit peu plus technique, mais qui est intéressant et qui parlera peut-être à ceux qui ont déjà plongé leur nez dans un désalinisateur. Le problème aussi de l'entretien des membranes, c'est qu'il y a beaucoup de dépôts, de l'entartrage, enfin un dépôt souvent minéral qui vient se mettre sur la surface de la membrane. Le fait qu'on travaille avec une pression relativement faible permet d'avoir un flux à travers la membrane qui est peut-être plus faible que ce qu'on trouvera dans une osmose inverse conventionnelle, et donc un taux de conversion plus faible, mais on va avoir un flux latéral le long de la membrane, ce qui s'appelle le cross-flow, pour les spécialistes, qui va être plus important et régulier. C'est-à-dire que comme il y a moins d'eau qui va passer à travers la membrane, il y a plus d'eau qui va s'évacuer le long de la membrane, et ça, naturellement, ça élimine le risque de ce qu'on appelle le scaling, c'est-à-dire l'entartrage, enfin l'accumulation de dépôts autour de la membrane. Et en fait, ça permet d'avoir un auto-entretien, un auto-nettoyage de la membrane par simple pratique mécanique. Voilà. Donc, deuxième point, comme je le disais, faible coût et difficulté d'opération, et puis une maintenance assez faible, puisque finalement, les membranes durent 6 à 8 ans, on l'a vu. Ça se nettoie classiquement. Alors évidemment, si c'est bien entretenu, bon, il y a des pré-filtres sur les systèmes qui utilisent ce type de pompe. Évidemment, il y a un entretien général, mais globalement, ça s'auto-entretient. Et dernière slide, je voulais simplement illustrer ce propos technique par un exemple dont on a pu parler, l'Aquifer 4000, qui est un des équipements qui utilise cette techno. Et qui a été si en quelques mots, excuse-moi Steven, on peut voilà, je suis d'accord. C'est juste là, c'est juste une illustration. Voilà, donc là, on a un système qui produit 16 mètres cubes par jour à 50% de taux de récupération, enfin de taux de conversion, qui travaille à 2,6 kWh. En gros, il faut 3,9 kWh pour un mètre cube d'eau. Et on a fait un petit calcul, grosso modo, et ça c'est pour Maud et le gasoil, on a besoin d'1 litre de gasoil pour produire un mètre cube d'eau. Voilà. Et ce système, donc il y a une petite box, mais comme on le dit, c'est les contrôles sont automatiques à l'intérieur et sont gérés finalement par la pompe. Voilà. Et ce système est portable, mais on en a pas mal d'autres, on en a des plus gros qui sont aussi qu'on peut containeriser de la même manière, il y a toute une gamme. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre, voilà, c'est cette production de 16 mètres cubes à 50% de taux de recovery. Ça, c'est sur des bases d'eau salée, donc avec un TDS de 32 000. Et puis, cette consommation d'énergie de 2,6 kWh. On peut bosser avec un petit générateur 3,5 kW ou avec du panneau solaire. Voilà pour cette technologie d'osmose inverse, un peu évoluée. Et puis, on répondra aux questions plus tard.
Ouais, merci beaucoup Steven. C'était très très intéressant d'avoir justement ces différents chiffres. Tu vois, enfin, je trouve ça assez. Enfin, 1 litre de gasoil pour 1 mètre cube d'eau, c'est assez parlant. Euh, et ben, je vais voilà, peut-être passer on va passer à la phase de questions. Et en fait, j'arrête de partager mon écran. Peut-être comme ça, on va pouvoir se voir. N'hésitez pas à mettre vos caméras même voilà, dans l'assemblée pour qu'on puisse se voir. C'est toujours plus sympathique. Euh, Peut-être on peut commencer par une question à nos intervenants et intervenantes. Et puis voilà, après, on pourra aussi répondre aux questions dans le chat. Euh, une des questions qui était ressortie sur dans les boîtes à questions, c'était sur les potentiels avantages limites de l'utilisation de l'énergie solaire pour le dessalement en contexte humanitaire. Et c'est vrai que là, on le voyait bien, l'énergie, c'est clairement un sujet. Euh, Peut-être si Maxime enfin, peut-être Steven et Maud voudraient compléter, mais sur les avantages et limites en termes d'énergie solaire. Si je dois répondre rapidement, l'énergie solaire, c'est évident que c'est l'apport gratuit nécessaire et utile. Ouais. Ça, c'est indéniable. Après, il y a différentes manières d'utiliser l'énergie solaire. Nous, c'est vrai qu'on essaie de faire des systèmes qui fonctionnent de manière totalement autonome en énergie solaire et sans batterie. Hein, ça, c'est une particularité parce que les batteries posent des problèmes de maintenance, de remplacement, enfin, etc., de poids, de coût. Donc, ça nous permet d'avoir, nous, des équipements qui tournent absolument sans batterie, avec récupérateur d'énergie également et très basse consommation. Hein. On est 2,5-3 km par mètre cube sur de l'eau de mer. Donc, et ça, l'énergie solaire est vraiment, vraiment utile et nécessaire. Et en plus, le prix des panneaux solaires baissant régulièrement depuis quelques années, l'intérêt est de plus en plus évident. Voilà, après, c'est une question de manière de l'utiliser et d'optimiser les choses. Mais pour moi, c'est une évidence pour demain. Ouais. Et si je peux juste rajouter quelque chose, mais Maxime vient de l'évoquer, en fait, l'énergie solaire, en effet, un intérêt. Après, ce qu'il faut, c'est pouvoir justement utiliser, alors, les systèmes qu'utilise Osmosun qu'on connaît, les nôtres ou d'autres, hein, on n'est pas les seuls à faire de la récupération d'énergie, mais le fait c'est important de savoir qu'il y a des systèmes d'osmose inverse, voilà, qui sont faiblement consommateurs d'énergie. Ça demande. C'est pas présent partout dans la nature ou sur le terrain, mais il y en a. Et justement, ça favorise l'utilisation du solaire derrière. Ouais, bien sûr. Il y a également la question des rejets qui est un sujet important et enfin, qui est ressorti aussi dans vos différentes interventions. Et notamment, par exemple, Maud, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur quels sont les enjeux justement que vous rencontrez sur la gestion des rejets. Peut-être. Ouais. En fait, pour moi, la mise en place d'un système d'osmose inverse doit être pensée au global et surtout en humanitaire, en considérant vraiment le contexte. Donc oui, évidemment, du solaire, ce sera toujours préférable parce que ça permet aussi d'avoir un gain de prix sur l'énergie, enfin sur du coup, la production, etc. Mais bon, il faut s'assurer qu'on aura du soleil tout le temps. Il y a quand même beaucoup de terrains où on travaille, où la moitié de l'année, ou alors c'est dans les pluies, par exemple, il n'y aura pas assez de soleil, etc. Donc, il faut vraiment bien le dimensionner. Même si c'est une évidence, je pense que ça, il faut en parler. Comme même l'installation d'un système d'osmose inverse. En fait, il faut vraiment être sûr que c'est le système qu'il faut pour l'endroit où on est. Ensuite, du coup, il y a les rejets. Moi, j'avoue que personnellement, j'ai déjà vu sur le terrain, pas à Gaza, mais dans d'autres endroits,
où en fait des stations avaient été installées et le rejet n'avait pas du tout été pris en compte. Donc en fait, ce rejet, c'est basiquement se réinfiltrer au niveau du forage, ce qui du coup après a une implication derrière. Donc en fait, il faut aussi bien le penser et je pense que ça, aujourd'hui, dans l'humanitaire, c'est pas quelque chose qu'on prend assez en compte, aussi parce qu'il y a très peu de solutions qui existent. Après, là, on a vu qu'il y en a quand même. Il y a aussi, bon, qui est très compliqué à mettre en place en humanitaire, mais par exemple, en Espagne, il y a différentes compagnies et industries qui essayent, étant donné qu'ils développent aussi énormément le solaire, qui essayent de développer des usines à partir de la saumure pour faire du chlore, etc. Donc, voilà, il y a des solutions qui existent. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, nous, on soit à même de les mettre en place. Mais dans tous les cas, en fait, on ne peut pas ne pas considérer ce rejet et essayer de trouver quelque chose. Donc, à Gaza, entre guillemets, c'était simple et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place cette stratégie d'intervention. C'est parce qu'en fait, ça existait déjà, ces rejets existaient déjà et étaient déjà considérés dans la façon de traiter les eaux usées, on va dire. Voilà. Je pense que c'est ça. Après, enfin, personnellement, je n'ai pas de solution et je dirais qu'il faut vraiment aussi l'adapter à chaque contexte, mais pas l'oublier. Voilà. Ouais, bien sûr. Non. Et bah oui, peut-être que tu veux compléter, Maxime. Bon, je pense qu'en fonction des contextes, le rejet n'est pas toujours traité non plus comme une priorité, parce que voir, c'est d'abord important, peut-être, avant de traiter le rejet. Et on sent bien que de temps en temps, les choses sont prises comme ça. Après, il y a quand même deux types de rejet. C'est-à-dire que lorsqu'on est en bord de mer, rejeter à la mer, c'est quand même le moins compliqué. Et nous, on rejette à la mer en diluant avec de l'eau de mer avant le rejet. Donc, on fait un ratio de 1:3 ou quelque chose comme ça. L'énergie étant peu chère puisqu'elle est solaire, ça nous permet de pomper de l'eau de mer qu'on va diluer avec le rejet pour avoir le moins d'impact possible sur la remise en mer. Et ça, on le fait même en France. L'Adréal surveille ça sur les ports où on est intervenu. Voilà, donc ça, c'est une manière de gérer le rejet en eau de mer. Et puis, en eau saumâtre, effectivement, c'est quand même, ça finit toujours par une réinfiltration. Et toute la question, c'est de pas réinfiltrer n'importe où, n'importe comment, et si possible, de réinfiltrer dans des zones où on retrouve des couches d'argile qui vont bloquer la réinfiltration, mais 6 mètres ou 10 mètres sous terre, de manière à ce que l'eau ne retourne pas dans la nappe dans laquelle on a puisé l'eau saumâtre, parce que sinon, effectivement, ça prend des allures de catastrophe. Bien sûr, bien sûr. Et justement, Maxime, il y a, bon, c'est peut-être un petit peu en lien avec notamment l'utilisation de ces plantes halophiles et ce projet au Sénégal. Il y avait une question dans le chat de Simonet qui se demandait comment ça va fonctionner en fait, comment avec ce système avec la communauté. J'ai l'impression que c'est une question pardon, qui est reliée à la dernière qui a été posée de l'or, qui touche aussi à des aspects de GIR, sur aussi l'aspect écologique et comment faire en sorte que la solution qu'on propose ne va pas aggraver l'accès à la ressource, le fait que parfois on compte. Oui, mais là, la vraie. Je pense que dans la démarche, le dessalement est la dernière étape. C'est vraiment le truc qu'on fait quand on ne peut pas faire autrement, quand on ne peut plus faire autrement. La première des choses à faire, c'est de récupérer l'eau de pluie, c'est d'économiser l'eau, c'est de regarder ce qui existe comme ressources. C'est d'abord de gérer tous ces aspects-là le mieux possible. Et le recours au dessalement, c'est vraiment le dernier recours. Il faut surtout travailler tous les autres sujets précédents. Après, pour répondre à la question sur Gandiaï, donc là, c'est la collectivité qui gère les questions d'eau, qui se fait payer l'eau dans les bornes fontaines et qui fait aussi l'entretien des équipements et qui fait la fauche de la zone verte. Voilà, donc ça fonctionne comme ça depuis plus de 3 ans maintenant. Nous, on y intervient une fois par an, voilà, en suivi. Et voilà, mais il faut effectivement qu'il y ait une participation de la communauté. Et là, en fait, la station se trouve tout proche d'un collège. Et c'est un espace vert pour le collège, au-delà de l'aspect
simplement plantation, etc. Il y a un aspect cadre de vie quoi, qui entre aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Il y avait une question aussi peut-être plus pour, j'imagine, pour réagir sur la présentation de Steven sur Dongus qui demandait si une osmose inverse conventionnelle, ça utilise, donc ça veut dire que ça utilise 4 fois plus de pression, enfin une pression 4 fois plus élevée que nécessaire. Alors, je viens d'y répondre par écrit, mais c'est très bien, donc je vais pouvoir répéter ce que je viens d'écrire. En fait, une aérobe conventionnelle, elle a besoin de davantage de pression et donc d'énergie, et on dit jusqu'à 4 fois plus que nos systèmes. Pourquoi? Parce que l'énergie d'éjection de la saumure n'est pas réutilisée, n'est pas réinjectée dans le système. Mais cette haute pression dans les systèmes conventionnels, elle est nécessaire. Donc, ça veut pas, on n'utilise pas trop de pression pour rien. Alors, parfois, si, quand même. Mais pas pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'utiliser une pression plus importante que nécessaire, car c'est l'opérateur, en fait, qui doit souvent ajuster la pression à la qualité de l'eau, sa salinité, sa température, et ainsi de suite, selon des abacs, enfin, ou du moins des grilles de lecture, et après avoir analysé l'eau, en fait. Donc là, il y a un risque d'avoir trop de pression. Si on n'a pas assez, ça ne fonctionne pas. Mais on peut avoir trop de pression, on peut cramer des membranes, et ainsi de suite. L'intérêt de nos systèmes, comme je disais, c'est qu'en fait, c'est la pompe, que ce soit le nôtre ou d'autres systèmes, entre guillemets, concurrents, mais il y a d'autres fabricants d'osmose inverse à récupération d'énergie, c'est que la pompe elle-même régule la pression interne. Il y a un équilibrage physique, en fait, qui se fait, et on reste à une pression minimale, qui est la pression osmotique minimale. Donc, il n'y a pas de risque, de gaspiller de la pression et donc de l'énergie, et il n'y a pas de risque d'avoir non plus de casse, ce qui sont les deux risques dans une osmose inverse conventionnelle assez simple, en fait, qui a le mérite d'exister, mais qui est un petit peu plus simple. Je ne sais pas si j'ai été clair, c'est un peu technique, pas tant. Je crois que c'était clair. Écoute, merci Steven. Et je pense qu'une autre question aussi qui devait être adressée sur... alors peut-être tu pourras revenir vers Smiley qui demandait quels sont les niveaux de prix pour une unité d'osmose inverse 16 mètres cubes jour. Oui, alors ça c'est 16 mètres cubes. Là, on est... Enfin, celles-là, les mobiles comme ça, c'est de l'ordre de 50 000 euros. Donc ça, c'est l'équipement qui a été déployé à Gaza, notamment par MSF et également par l'UNICEF. Enfin, l'UNICEF les a donnés ou livrés à des ONG qui les ont déployés à Gaza. Je ne sais pas si celles d'MSF ont pu être déployées pour le coup, mais parce qu'elles ont passé beaucoup de temps à la frontière. Mais voilà, c'est le type d'équipement. Mais après, il y en a pas mal d'autres. On a des systèmes notamment containerisés, un peu comme ce que fait Osmosun, mais sans la partie solaire. Il y a des tailles différentes, des capacités différentes. On va au-delà de 16 mètres cubes, mais sur des systèmes plus fixes. Celui que j'ai montré a le mérite d'être mobile, puisqu'en fait, ces deux caisses, au total, ça fait 150 kilos. Et à deux, dans un pick-up, ça bouge. Voilà. Juste une question, Steven, Philippe Foliasson, à Assistance. Oui. Le système aquifère 4000, il gère de l'eau saumâtre et de l'eau de mer. Là, tu as parlé de salinité, effectivement, 32 000. Il fait les deux. C'est-à-dire qu'avec ce système de régulation dynamique de la pression osmotique, tu peux traiter du saumâtre ou du salé marin. Exactement. Et on aura le même débit, on aura le même débit de sortie. La seule chose, c'est que ça va consommer moins d'énergie si c'est du saumâtre. Voilà. Et donc, ce que je donnais, la 2,6 kWh, c'est pour une eau à 32 000 ppm en taux de salinité. D'accord. Et donc, des systèmes comme ça, il y en a qui sont déjà déployés à Gaza. Alors, il y en a à Gaza, oui, je crois que Maud en a vu un. Même, elle m'a appelé parce que justement, il y avait un petit souci. Je me tire pas une balle dans le pied, mais j'espère qu'il a été résolu parce qu'on l'a fait à distance. On a un support technique qui est là pour ça et c'est relativement simple en général. Et comme dit, ça a été déployé à Gaza, mais il y en a, avec cette pompe, il y en a eu plus d'1 millier qui sont aujourd'hui embarqués sur des bateaux depuis à peu près 2008.
Donc, on a quand même un retour d'expérience important. Et puis, on a des systèmes plus petits avec une pompe un peu plus petite qui s'appelle la pompe Clark. Et là, il y a près de 20 000 unités qui ont été livrées et qui sont déployées. Mais ça encore, c'est plutôt dans le domaine marine. On a cela dit un système mobile aussi, mais qui fait 10 fois moins, mais qui est beaucoup plus petit et qui permet de désaliser sur place, qui s'appelle l'aquifère 360. 360, c'est la capacité, donc oui, c'est à peu près 10 fois moins. Merci. Je t'en prie, tu voulais réagir? Oui, du coup, juste par rapport à ce que Steven disait, en fait, pour moi, il y a une chose, enfin, en tant qu'acteur humanitaire et encore plus dans l'urgence, qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que même si, par exemple, la Aquaforce 4000 paraît très, très simple d'utilisation, là, en l'occurrence, on a été obligé de faire appel à vous parce que la communauté n'arrivait plus à s'en servir. Et donc, en fait, pour moi, ce serait aussi important enfin, c'est pas qu'elle n'arrivait plus à s'en servir, c'est que, du coup, ils avaient un problème technique et en fait, eux n'avaient pas accès à votre service technique. Et en fait, pour moi aussi, ce serait important que tous les acteurs qui développent ce genre de technologie arrive aussi à avoir un suivi ou à donner les moyens aux gens de les contacter. Et nous, en tant qu'humanitaires, d'être sûrs qu'on fait ce pont entre les deux. C'est pas du tout pour, mais c'est juste un exemple à donner. Et en fait, je pense que c'est important, nous aussi, de considérer que quelle que soit la technologie et aussi simple qu'elle puisse être, il y a des terrains où, dans tous les cas, ça reste compliqué. Et il faut qu'on s'assure, nous, que les gens aient toutes les possibilités pour, quoi qu'il arrive, s'en servir. Parce qu'en fait, après, ça veut dire qu'ils n'ont plus de ressources en eau. Étant donné que c'est le dernier recours de mettre ce genre de système, ça veut dire qu'ensuite, il n'y a vraiment plus de ressources en eau pour les gens si quoi que ce soit se passe. Voilà, c'était juste pour ajouter ça. Mais je soutiens complètement ton propos, hein, et nous-mêmes, on est un petit peu embêtés parce que comme on est simplement fabricant de l'équipement, on perd le lien et on essaie de le garder, mais on n'a pas de nouvelles. Et parce qu'en fait, typiquement, l'unité que tu as vue, elle a été fournie à l'UNICEF, qui l'a livrée à des ONG ou des organisations locales, qui les ont installées après, mis à disposition. Mais nous, on perd complètement le lien, même si on demande justement à garder ce contact. Donc, heureusement que tu nous as contactés et qu'on s'était croisés, mais c'est quelque chose qui nous manque. Nous, on est demandeurs. Et alors, on pourrait mettre un autocollant comme sur les chaudières domestiques avec un numéro de téléphone. Je sais pas. C'est plus aussi à nous de. Pardon, c'est juste Oui, plus je pense aussi que à c'est à nous de vous. faire attention de faire ce lien-là, mais c'est plus pour, étant donné que c'est aussi une présentation qui est pour l'application en humanitaire et qu'on a eu une question Oui. aussi de comment en fait c'est géré par les communautés. En fait, c'est une grosse difficulté, enfin une autre des difficultés qu'on peut voir, et notamment si il y a quelque chose, parce que là en l'occurrence c'était rien du tout, mais ils se sentaient démunis. Donc c'est vraiment une chose, quelque chose où tous les acteurs doivent faire en sorte que ça puisse se passer, quoi. Nous, on a un télésuivi hein, sur nos équipements, même sur des petits équipements, un télésuivi très, très simple, qui nous permet d'observer la machine depuis nos bureaux et qui nous permet aussi de réagir. Et on ne perd pas le lien de cette manière-là. Donc les gens peuvent nous aider, évidemment. Alors c'est vrai qu'on est à la fois fabricant et à la fois intégrateur de solutions. Donc on garde le lien, mais c'est effectivement très très important. Je vois qu'il y a Joël qui lève sa main depuis tout à l'heure, donc Joël, je vais te quitter la parole si tu as une question. Et après, je suis désolée, il nous reste 2 minutes, donc je pense que ça va être la dernière question. Mais toutes celles qui sont dans le chat, on les a bien notées et on va vous répondre par mail si ça va aux intervenants, aux intervenantes. Maud, Steven, Maxime, si c'est bon pour vous, on vous partagera peut-être les questions et on fera une réponse à toutes ces questions-là. Joël, tu voulais prendre la parole ? Oui, rapidement. Bonjour à tous. Joël, coordinateur urgence à la Croix-Rouge française. On a beaucoup parlé du problème principal qui est le rejet, évidemment. Il y a un problème secondaire, alors évidemment, qui a peut-être moins de sens à Gaza, mais qui a du sens sur certaines opérations, qui est la reminéralisation en sortie. Et je me demandais justement, parce qu'on lit beaucoup de choses dans la littérature par rapport à la reminéralisation après une osmose inverse.
de plusieurs jours à plusieurs semaines, c'est-à-dire à quel moment les populations ont besoin d'avoir des minéraux. C'est un sujet qui revient quand même sur des urgences longues. Donc voilà, je voulais savoir un peu par rapport à… Je sais que les marins en mer ne reminéralisent pas justement pendant plusieurs semaines, mais voilà, je veux savoir un peu un retour d'expérience si des gens avaient des informations précises par rapport au seuil de temps sur lequel il faut envisager une reminéralisation. Pardon. Merci. Juste par rapport à l'expérience de sol du coup à Gaza, en fait, bon, c'était une aéro déjà existante, mais en fait, on reminéralise basiquement avec de la soude, donc un minimum, ce qui permet quand même d'avoir en sortie un minimum de minéraux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le contexte à Gaza, les populations préfèrent l'eau absolument pas minéralisée. Donc, c'est aussi après une autre problème d'acceptance. Mais voilà, enfin, en tout cas, au-dessus de 200 ppm, les gens commencent à nous dire qu'elle est salée. Donc, leur tolérance à la minéralisation est aussi très, très faible. Du coup, ce problème se pose et se pose pas. Je sais qu'avec le cluster, étant donné que la malnutrition arrivait, on en avait parlé, puisque toute l'eau à Gaza est de l'eau qui arrive par osmose inverse. On n'a pas trouvé de recherche ou de papier scientifique qui disait que ça avait un impact, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, on ne sait pas, et on n'a pas trouvé non plus de seuil ou d'impact du fait de la déminéralisation sur les gens. Bon, après, on n'a pas non plus cherché toutes les recherches dans le monde non plus. Ouais, merci beaucoup, Maud. Peut-être en 3 mots, Maxime, et après on va conclure. Je suis désolée. Oui, en 3 mots, il y a une grande partie de la population sur la planète qui vit d'eau de pluie, qui est absolument pas minéralisée et où les gens se portent pas trop mal. Nous, souvent, quand on met de la reminéralisation, c'est d'abord pour éviter de percer les canalisations des installations. Parce qu'une eau fortement déminéralisée, elle va naturellement attirer les ions des canalisations et percer et diluer éventuellement la canalisation dans l'eau. Donc, le premier objectif d'une reminéralisation, c'est souvent celui-ci. Ensuite, c'est vrai qu'il n'y a pas de… On n'a pas non plus trouvé d'études formelles qui disent qu'il y a besoin de minéraux, il n'y a pas besoin de minéraux dans l'eau. Ce qu'on a simplement trouvé, c'est que les minéraux de l'eau sont beaucoup moins assimilables au corps humain que les minéraux portés par les végétaux. Et que la majorité des minéraux qu'on absorbe et qui nous sont utiles viennent des végétaux plutôt que de l'eau. Voilà ce que je peux répondre rapidement. Merci beaucoup, Maxime. Pardon de couper un petit peu court à cette présentation, mais on arrive au bout du temps imparti, donc on va bien sûr répondre à toutes vos questions par mail. Oui, si c'est d'accord avec Maud, Steven et Maxime, on partagera les présentations. Un grand merci à tout le monde pour votre participation et un grand merci à Steven, Maud et Maxime d'être intervenus. C'était vraiment très, très intéressant. Il y a beaucoup de questions, donc c'est super qu'on puisse continuer à avoir ces discussions-là. Je vous souhaite une bonne journée et voilà, pour les personnes qui n'ont pas pu assister, on partagera l'enregistrement. Merci. Merci. Un grand merci. Merci à tous. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.